je crois que ce n'est pas un hasard que la capitale spirituelle et scientifique, de certaine manière, du Maroc, qui est Fès, que je sois né ici. Donc c'est pas un hasard. Donc en fait, quand j'étais gosse, j'allais très souvent écouter des conférences à Qarawiyyin, écouter les ulama, savoir tout ce qu'ils ont à dire sur les problèmes, pas seulement de religion, mais des problèmes de société. C'était très passionnant d'être là, écouter, s'asseoir avec les gens, puis il y avait des conférences comme ça qui sont données ouvertes au grand public. Et c'était vraiment les premières inspirations que j'avais, c'était ça. Et après, donc, j'ai commencé à faire des études, et en particulier au lycée Mouniachi, au départ plutôt un littéraire qu'un scientifique. Donc j'adorais écrire des poèmes en arabe et en français. J'ai lu Khalil Gibran, j'ai lu Louman Fadourté, j'ai lu les grands classiques, et bien sûr les grands classiques français et russes, etc. Et c'était quelque chose de fabuleux. Et à l'âge de 17 ans, après la seconde, j'étais rentré en première et j'ai choisi en fait de faire presque la littérature. Et un professeur de ma famille, du lycée Mouniachi, a été voir mon père et lui a dit écoute, le mieux qu'il puisse arriver à Rachid, si jamais il suit une voie littéraire, c'est d'être un pauvre professeur comme moi. Donc, conseille-le de prendre plutôt les sciences, au moins il peut toujours revenir à la littérature après. Donc j'ai changé. Donc là, je suis passé du lycée Mouniachi de Moulay Idriss, donc presque une section littéraire à sciences maths, et c'est comme ça que c'est parti. Et donc les 2 années, première et terminale que j'avais passées au lycée Moulay Idriss, c'était des années absolument fabuleuses, vraiment fabuleuses. La promotion 1971 de sciences mathématiques à Moulay Idriss, je pense que c'était une promotion historique. C'est-à-dire qu'il y a eu 11 ou 12 parmi les élèves en terminale qui sont allés au lycée d'IOP pour faire maths sup. Des classes de sciences mathématiques au Maroc, il y en avait partout. Il y en avait à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, partout et à Fès. Donc, une promotion de 10 ou 12 élèves, ça faisait déjà 25% d'une promotion de classe de mathématiques supérieures. Et ils ont dû arrêter la liste parce qu'on aurait pu être plus que 12 à y aller, et parmi lesquels il y avait ma personne. Donc en fait, en 71-72, je suis allé à Rabat, où j'ai intégré donc, la seule faculté des sciences à l'époque à l'université Mohammed V. Et alors c'était absolument un plaisir d'avoir des professeurs marocains, français, nous enseigner les mathématiques pures. C'était excellent. Mais peut-être parmi vous se souviennent ce qui s'est passé en 72, il y avait pas mal de troubles, etc. Donc j'ai préféré demander à aller au maths sup à Rouen en 72, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, les années que j'ai passées et à Moulay Rachid, à Moulay Idriss et à l'université Mohammed V, ça m'a permis effectivement d'être là devant vous aujourd'hui. Ça c'est très important de savoir. Il y avait une qualité d'enseignement, il y avait un engagement des professeurs, il y avait un enthousiasme qui était transmissible, contagieux. Voilà. Et donc j'ai vécu un peu là-dedans, et c'est vrai que si parmi mes professeurs, il y en a qui sont encore vivants, je les remercie. Ceux qui sont morts, Allah yarhamhum, mais vraiment, je le dis jamais. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des batteries au lithium, donc effectivement, qui devient de plus en plus important. C'est quoi une batterie au lithium? Une batterie au lithium, en gros, vous avez 3 composants principaux. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle la cathode, c'est le pôle plus. C'est un métal oxydé au lithium, c'est ce que notre ami John Godinoff a inventé, je vous en parlerai. De l'autre côté, vous avez le pôle négatif, à cause des graphites, que moi-même j'avais inventé en même temps que John Godinoff. Et entre les deux, vous avez un électrolyte, c'est-à-dire c'est un système qui permet de transférer les ions lithium depuis l'anode et la cathode. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez la batterie au départ, il n'y a pas de lithium côté anode,
Et donc on charge en transférant le lithium depuis la cathode vers l'anode quand on charge. Et quand on décharge, on fait l'opération inverse. Voilà. Donc c'est un système qui paraît très très simple. C'est un sandwich. Vous avez l'anode, la cathode, le séparateur entre les deux, avec un électrolyte. Ça a l'air très simple, mais croyez-moi, quand vous entrez dans les détails, vous vous rendez compte que c'est une complexité assez extraordinaire. Alors, pourquoi les batteries au lithium? Pourquoi elles dominent le monde aujourd'hui dans le domaine des batteries? C'est d'abord la densité d'énergie, c'est-à-dire combien d'énergie vous pouvez stocker par kilo ou par litre de la batterie, selon que ce soit le poids qui est important ou le volume qui est important. Et donc, ce graphe permet en fait de comparer des batteries de différentes chimies. Donc vous avez la batterie au plomb, la batterie au nickel-cadmium, la batterie nickel-métal-hydrure et le lithium-ion qui sont là. Donc vous voyez qu'en fait, le lithium-ion, il a des performances aussi bien en densité d'énergie massique et en densité d'énergie volumétrique, qui est la plus importante. Donc ça c'est très important, ça veut dire que bon, finalement vous avez entre le plomb et le lithium-ion un facteur 5 en densité d'énergie. Donc il vous donne 5 fois plus d'énergie par kilo ou par volume, par litre. La batterie au plomb, elle est toujours très populaire. Quand vous démarrez votre voiture le matin, c'est cette batterie-là qui vous permet de démarrer votre voiture. Elle est très robuste, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse densité d'énergie, mais par contre, elle a une densité de puissance, c'est-à-dire qu'elle peut démarrer un moteur de voiture en quelques secondes, voilà, donc elle a beaucoup de puissance. Et puis toutes ces batteries-là, alors celle-là a été découverte, enfin développée au milieu du 19e siècle, et c'est très important à savoir ça. En 1858 ou 59, un dénommé M. Planté, un Français, a développé pour la première fois la batterie lithium-plomb, plomb acide, et elle est toujours utilisée aujourd'hui. Et quand on pose la question, qu'est-ce qu'il y a au-delà des batteries au lithium-ion, j'ai dit, oh, écoutez, la batterie lithium-ion, en 2250, elle sera encore là. Donc ça, pour moi, il n'y a aucun doute, parce que réaliser une batterie rechargeable, ça fait partie presque des miracles de la physique et de la chimie. C'est pas évident. Et je peux vous expliquer un peu pourquoi. C'est pas du tout évident d'amener une nouvelle chimie qui vous permette de faire des milliers de cycles qui soient sûrs, qui soient non polluantes, etc., etc. Et donc, ce qui fait que maintenant, pour ce que je pense aujourd'hui, j'espère que je me trompe, qu'il n'y aura pas, d'ici les 25-30 ans prochains, une autre batterie meilleure que la batterie lithium. Ça va être très très difficile. On a essayé, croyez-moi, beaucoup de gens ont essayé, y compris moi-même, et donc c'est vrai que c'est très 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 difficile de réaliser un système aussi performant que la batterie lithium. Donc les meilleures batteries au lithium aujourd'hui sont à peu près à 250 Wh par kilo, mais ça monte très très peu, 2-3% chaque année, donc c'est pas significatif. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est arrivé pratiquement au bout de presque une trentaine d'années à une limite de ce que les matériaux peuvent faire. Alors à moins que le futur prix Nobel de chimie arrive avec une idée absolument out of the box, comme on dit, à laquelle personne n'a pensé, il dit voilà, j'ai une nouvelle anode, j'ai une nouvelle cathode, et à ce moment-là je peux faire un saut entre 250 et peut-être 400 ou 500 Wh par kilo. C'est pas impossible, mais c'est très 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 difficile. Et on a un trésor absolument incroyable qui est le soleil au Maroc. Il est exploité, mais on peut encore mieux l'exploiter à l'échelle micro, c'est-à-dire ne pas avoir une très grosse installation qui vous fait 500 mégawatts, ce qui est énorme. Par contre, vous avez quelques dizaines de kilowatts, vous pouvez mettre dans la terrasse d'une maison à Fès, elles sont toutes plates, et vous payez plus de facture d'électricité pour restant de votre vie. Très simple. Vous stockez l'énergie pendant le jour pour la nuit, et vous avez tout ce qu'il faut, le chauffe-eau, la cuisine, tout ce qu'il faut. Donc c'est faisable. Et d'ailleurs, justement, à Ben Glir, il y a 2 semaines, il y avait justement un événement qui s'appelle donc Solar Africa, donc, justement, où on a demandé à des jeunes
de réaliser des maisons solaires. Et il y en avait 18. Et c'est des équipes internationales, marocaines, françaises, américaines, turques, un peu de tout le monde, Moyen-Orient. Et ils ont fait des choses absolument fabuleuses. J'étais heureux d'être là, voir l'enthousiasme des jeunes. Et puis ils ont démontré que chaque maison avait son autonomie énergétique. Et ça, c'est l'avenir. C'est vraiment, d'abord, on va réduire l'impact de dégagement des gaz à effet de serre, parce que l'énergie solaire, par définition, elle est très propre. Alors, il y a un tout petit peu de CO2 dégagé pour la production des batteries au lithium, mais si votre batterie au lithium dure une dizaine d'années, l'impact est vraiment négligeable. Voilà. Donc ça, c'est la tendance. Moi, je pense que d'ici 10-15 ans, la proportion probablement des nouveaux bâtiments qui vont être construits au Maroc ou ailleurs dans le monde, dit à zéro énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre énergie, et non seulement ça, ils peuvent la vendre au réseau. Donc non seulement ça, vous avez un retour sur l'investissement par rapport aux panneaux solaires qui vous permettent éventuellement de vendre l'énergie que vous produisez en trop parce que vous ne l'utilisez pas, où il y a des réseaux, vous vous connectez avec vos voisins, vous avez 10 kWh disponibles, votre voisin en a besoin, eh bien vous lui prêtez à un autre moment. Voilà, c'est des réseaux intelligents qui fonctionnent maintenant en Corée, au Japon, c'est formidable. Ils prennent des modèles, des villages, entre guillemets, de quelques milliers d'habitants, quelques milliers de maisons, et ils les connectent entre elles. Et chaque maison a son panneau solaire, son stockage d'énergie, et puis il y a un ordinateur qui gère tout ça pour tout le monde. Donc si quelqu'un a besoin d'énergie à un moment, bon, l'ordinateur la lui donne, et puis comme ça le système marche d'une façon formidable. Et ça, c'est l'avenir, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est sûr que c'est juste une question de cinétique, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que globalement, ça va être la tendance un peu pour tout ce qui est justement stockage d'énergie, réduction du réchauffement de la Terre, etc. Voilà, donc ça illustre ce que je viens de dire. Donc vous avez les énergies renouvelables, ici, le solaire, etc. Et puis ça peut aller depuis les usines, à Singapour. Maintenant, les tours, tout que vous voyez, les grosses tours, elles sont zéro énergie. Elles sont pratiquement toutes zéro énergie, ils ont des panneaux, etc. Ils sont venus me voir, d'ailleurs c'était les pompiers de Singapour qui sont venus me voir pour me dire, monsieur Yazani, il y a de plus en plus de grosses batteries dans les bâtiments, qu'est-ce qu'on fait s'il y a le feu? Alors on a discuté, oui ça peut arriver, il y a enfin attention, il ne faut pas faire ça, etc. Donc il y a toute la partie, on est en train d'éduquer justement le public, etc. par rapport aux risques que peuvent poser la mauvaise utilisation des batteries. Et bien sûr, au Japon, les maisons individuelles avec des panneaux solaires, elles sont partout. Voilà, donc maintenant, on parle bien sûr des voitures électriques, de ce qu'on appelle les voitures hybrides. Alors une voiture hybride a deux systèmes, disons, d'énergie, les batteries qui stockent l'énergie et qui font tourner le moteur de la voiture, donc le moteur électrique, et vous avez un système de combustion interne, un moteur de combustion interne, qui génère l'électricité qui charge les batteries. Donc ça s'appelle un système hybride, et c'est maintenant connu, enfin, vous pouvez acheter une voiture hybride aujourd'hui au Maroc, il y a plein de fabricants asiatiques et européens qui fabriquent ce type de voiture. Et vous avez EV, c'est-à-dire batterie électrique véhicule à base de batterie seulement, 100%. Et donc tout ça, ça a évolué à une vitesse très importante. Et pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, j'ai eu au téléphone le responsable de PSA. Vous savez que PSA a ouvert une usine à Kenitra. Et il m'a dit, Rachid, c'est notre intention de fabriquer des voitures électriques au Maroc. Alors je dis, il faut qu'on fasse les batteries. On peut préparer les batteries, parce que s'ils viennent ici, ils ont besoin des batteries, il faut que ce soit des batteries marocaines. Et on peut le faire. Et ça, depuis 2014, j'arrête pas de me répéter, nous avons les phosphates, nous avons le fluor, nous avons tous les composants pour fabriquer des batteries lithium. Il faut juste un peu de bonne volonté, et l'argent, on le trouve, c'est pas un problème. Vous allez frapper les portes des grands investisseurs, ils viennent, mais il faudrait qu'il y ait un projet marocain, national, sur le développement des batteries au lithium, parce que tout le monde s'y met, même l'Europe, avec beaucoup de retard. Cette année, enfin, la France et l'Allemagne ont décidé de mettre 6 ou 7 milliards de dollars pour produire des batteries au lithium. Parce qu'ils se sont rendus compte que le marché des voitures électriques est en Europe,
et la production des batteries est en Chine. Vous imaginez un peu ce que la Chine peut exercer comme, disons, pression, justement, sur l'Europe par rapport aux batteries. Donc ça devient stratégique, très important. Donc, il n'est jamais trop tard, même au Maroc, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose dans ce domaine-là. Et il y a des scientifiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de mon ami Khalil Amin, qui est donc marocain, qui a fait sa thèse à Bordeaux, qui a travaillé au Japon, comme moi aussi j'étais au Japon. Et là, il est le patron, pratiquement, des programmes de recherche sur les batteries au lithium au département de l'énergie américain, dans un laboratoire qui s'appelle Argonne National Lab, donc c'est très connu, en Russie, qui lui a été remis la semaine dernière par Poutine. Et on n'est même pas au courant. Ouais. Donc ces gens-là, quand vous leur parlez, ils disent « Nous sommes Marocains, on a envie de faire quelque chose. Faites-nous appel, on vient. » Donc il n'y a pas de problème. Lui, je ne vous cache pas, il serait plus efficace que moi, parce qu'il a travaillé réellement sur des projets industriels avec des partenaires dans le monde. Et donc, le scientifique dans le domaine des batteries le plus cité au monde. Le scientifique le plus cité au monde dans le domaine des batteries, c'est un Marocain. Donc c'est quand même quelque chose. Donc, faut pas de négligeable, donc voilà. Et donc, alors juste pour vous dire, ce prix-là, il existe depuis 89, d'accord ? Et donc, il reconnaît les gens qui ont contribué d'une façon très significative à l'éducation et servir l'humanité. J'adore ça. Enfin, on sert l'humanité par, justement, la technologie de l'ingénieur. Et donc, voici un peu une liste des prix qui ont été reconnus. Et pratiquement, dans votre téléphone portable, vous avez au moins 5 ou 6 inventions qui ont été reconnues par le prix Nobel. Par le prix Draper. Voilà, donc d'ailleurs, le téléphone que vous avez dans vos mains, il utilise au moins 600 brevets. Vous imaginez, 600 brevets sont utilisés pour avoir le téléphone qui vous permet de communiquer, tout ça, prendre des photos, faire tout ce que vous voulez faire. Donc, le circuit intégré, la communication par satellite qui nous permet d'avoir le GPS, par exemple, le GPS a été reconnu, l'Internet, les fibres optiques, les caméras digitales, le WWW, donc tout ce que le réseau, voilà, les écrans, LCD, les téléphones portables ont été aussi primés, et en 2014 la batterie au lithium, et puis les LED, les diodes électroluminescentes, et les algorithmes, et c'est le langage C++ voilà, informatique. Et donc, voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de prix ici, en 2017, il n'y a pas eu de prix. Ils ont sauté de temps en temps, parce qu'ils n'ont pas trouvé les bons candidats. Il y a eu un creux ici aussi. Donc, s'ils ne trouvent pas les bons candidats, il n'y a pas de prix. C'est le contraire du prix Nobel. Le prix Nobel, il est là chaque année. Et en étant le seul Marocain, le seul Français à l'avoir reçu, pour moi, c'est un immense plaisir. Ça, c'est vrai. Peut-être ça a plus de valeur que le prix Nobel, franchement, je trouve, parce que ça correspond plus à mon identité. Je suis un ingénieur, un chercheur, et voilà, on est reconnu par nos pairs. C'est un comité qu'on est au moins 25 sommités dans l'ingénierie qui sont là, qui font partie du comité de sélection. Et quand ils nous ont sélectionnés, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'étais à une réunion avec le bureau des brevets de l'université de Singapour où je suis, NTU. Et donc, vers 11h le matin, je reçois un téléphone avec l'indicatif Washington. Et donc, le monsieur, derrière le téléphone, me dit, voilà, je me présente, je suis le secrétaire général de l'Académie nationale des ingénieurs à Washington. Je dis, bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je ne connaissais pas. Il me dit, ben voilà, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous êtes un des 4 lauréats pour le prix Draper 2014. Je dis, c'est quoi le prix Draper? Je ne connaissais pas du tout, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ah, merci. Donc, il m'a expliqué que, voilà, que c'est l'équivalent du prix Nobel, et que voilà, il m'a dit tout de suite, prenez votre agenda, et le 18 février 2014, vous devez être à Washington pour le recevoir. Et voilà, c'est parti comme ça. C'était vraiment une très très belle aventure. Et donc, voilà, avoir inscrit... Alors, l'autre chose qui est très intéressante, si vous visitez
le musée des sciences à Washington, il y a un stand dans lequel il y a mon nom, comme inventeur des batteries au lithium. Donc ça fait partie des choses vraiment... Sa Majesté m'a décoré, donc ça c'est un grand honneur. En 2014, lors de la fête du trône. Après, l'année dernière, c'était donc le prix du scientifique arabe. Donc ça s'est passé à Koweït, et donc ça s'appelle Takrim. Et donc j'ai été honoré par mes pairs arabes. Il y avait donc tous les émirs et tout ça qui étaient là. C'était vraiment c'était aussi un honneur, non seulement pour ma humble personne, mais aussi pour le Maroc. Et puis cette année, il y a un mois, j'ai reçu donc le prix des investisseurs arabes à Paris, à l'UNESCO. Et à cette occasion, je reçois cette très belle lettre de Sa Majesté qui me félicite. Et je suis très honoré. Voilà. Je vais la mettre sur cadre, etc. Donc c'est la 3e lettre que je reçois de Sa Majesté. C'est quand même un grand honneur qu'à ce niveau-là, la science soit reconnue et je le remercie. Ah, le prix Nobel. Voilà. Donc peut-être pour la première fois, vous voyez la tête de notre ami Whittingham. Les deux, le japonais Yoshino et Godunov, vous êtes familiers avec eux. Et donc voilà, donc en fait la règle du prix Nobel, c'est qu'il n'y a au maximum que 3 qui peuvent l'avoir. Alors que le drapeur, on peut aller jusqu'à 4. D'accord ? Le prix russe qu'a reçu mon ami Amin Khalil, il peut y avoir 4 personnes, il n'y a pas de problème. Mais le prix Nobel, c'est comme ça, hein, c'est les règles. Donc si on avait étendu à 4, je pense que ma photo aurait été ici. Mais elle le sera un jour. C'est pas un problème. Voilà. Donc tous ces gens-là, je les connais bien sûr depuis les années 80. On se rencontre à l'occasion des congrès et tout ça. Comme je vous ai dit, Yoshino, je vais le voir à Tokyo dans quelques semaines. Nishi va venir aussi. Donc tous ces gens-là, on est une famille. Donc on se connaît très très bien. Juste pour votre information, le gouvernement japonais m'avait invité fin des années 80 pour passer 2 années à Kyoto. Et donc j'ai travaillé au Japon et j'ai eu, comment dirais-je, j'avais fait la bonne décision de prendre des cours de japonais qui étaient offerts par le gouvernement où je suis allé. Et donc je vais chaque année au Japon parce que c'est un pays qui sait très très bien accueillir les scientifiques. Donc c'est un honneur de faire partie justement des gens qui, c'est toujours par invitation pour aller à un congrès. Et le congrès de Tokyo, là, dans 2 semaines, c'est sur l'évolution des batteries pour les voitures électriques. Donc c'est surtout ciblé sur les voitures électriques. Alors, maintenant, il reste les défis, donc je vais parler un peu de l'avenir. La sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Il faut que les batteries soient sûres. On ne veut plus entendre parler des gens qui ont eu des accidents, qui sont brûlés, qui sont des batteries qui explosent, etc. Beaucoup de gens me disent « Ah, ma batterie a gonflé, qu'est-ce que je fais ?» Ça arrive, attention, c'est un système qui stocke de l'énergie. Quand il libère de l'énergie à la vitesse normale, en quelques heures, il n'y a strictement aucun problème. Si jamais cette énergie est libérée en quelques secondes, en fractions de secondes, là, ça fait des grosses explosions. Et la température d'une batterie qui prend feu peut dépasser 1000 degrés. C'est quand même très, très important à savoir. Donc attention, ne chargez pas votre batterie dans votre lit ou sur un système qui est isolé thermiquement, etc. Il faut le laisser l'air. C'est quand même important. Et il y a aussi le problème, bien sûr, des chargeurs de batterie, mais ça c'est un autre domaine où actuellement beaucoup de gens, chaque jour, on entend qu'il y a des incendies dans les maisons, des gens qui sont blessés ou même morts, etc., à cause de la combinaison d'un mauvais chargeur ou d'une mauvaise batterie. Donc ça, c'est la sécurité pour moi, très très important. La durée, le temps de charge de batterie devient actuellement un problème très crucial. Alors, les solutions. Alors, là, actuellement, j'essaie d'introduire la notion, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité entre la science des matériaux, ce qu'on va mettre dans la batterie, et la gestion de ces batteries d'une façon intelligente. Donc c'est l'intelligence artificielle. Donc on ne peut pas ignorer tous les progrès qui ont été accomplis les 5 ou 10 dernières années dans l'intelligence artificielle. Et j'étais dans un séminaire il y a
même pas un mois, à Singapour, dans mon université à Singapour. On a parlé de l'intelligence artificielle. J'étais le seul à parler justement de cette intersection non vide entre les batteries et l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, il y a eu une réponse extraordinaire. Il y a un monsieur qui m'a dit, Rachid, je vais t'arranger un rendez-vous avec Elon Musk, le patron de... Et c'est prévu, on va se voir. On va shake hands, prendre des photos. Et je dis, mon vieux, tu as intérêt pour l'avenir de ta compagnie à trouver des solutions pour la sécurité des batteries. Ça va se faire, je pense, d'ici la fin de l'année ou 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? En fait, on a développé des puces intelligentes qu'on va mettre à l'intérieur des batteries ou à l'intérieur du chargeur pour déterminer un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, comme j'aime bien plaisanter, j'aime bien aussi un peu provoquer, parce que c'est par la provocation qu'on fait des fois avancer la science, quand j'ai une réunion avec Panasonic, par exemple, j'amène avec moi une batterie de Panasonic, je la pose sur la table, je dis, mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un peut me dire pour cette batterie quel est l'état de charge? Ils se regardent entre eux, ils disent, on ne sait pas. Je dis, honte sur vous, vous êtes en 2018-2019 et vous ne savez toujours pas comment déterminer l'état de charge d'une batterie, on ne sait pas. Croyez-moi, ce n'est pas du tout un problème facile, d'accord? L'autre, c'est l'état de santé, state of health. Combien cette batterie a subi déjà de cycles? Ils sont incapables de nous dire. Et bien sûr, l'état de sécurité, peut-on prévoir si cette batterie va prendre feu ou pas? Voilà, donc la puce numéro 1 va permettre de résoudre ces problèmes-là. Et la puce numéro 2, en fait, c'est dans le chargeur. Donc, pour la première fois, le chargeur et la batterie vont dialoguer. Ils vont échanger des informations. Donc, dès que vous branchez votre chargeur sur un téléphone, le chargeur sait toute cette information, l'état de charge initial, l'état de santé et l'état de sécurité, pour appliquer un protocole de charge adapté à cette batterie-là. Donc c'est du cousu humain, sur mesure. On ne va pas charger toutes les batteries de la même manière, évidemment. On a battu le record mondial du nombre de cycles, près 1300, en chargeant la batterie en 30 minutes à peu près. Personne au monde ne fait ça. Et je vais en Chine, je leur montre ça, je vais au Japon, je leur montre ça. Personne ne conteste qu'on est le seul au monde à pouvoir réaliser plus de 1300 cycles en chargeant la batterie en une demi-heure. Alors, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle KVI. K, c'est Kelvin, la température. V, c'est Volta, bien sûr, la tension. Donc la combinaison de K et V, ça nous donne l'entropie. Et I, c'est Innovation. Voilà. C'est un holding, donc on voit grand. Donc on n'est pas très nombreux, mais enfin on est très, comment dirais-je, on a une vision de l'avenir. Donc il y a un holding et en fait on a partagé les activités en fonction du marché. Donc vous avez l'aérospace, vous avez les voitures électriques, vous avez le stockage d'énergie dont je vous ai parlé, les scooters, etc. Et puis tout ce qui est domestique, les rasoirs électriques et tout ça. Et tous ces gens-là, ce sont les compagnies avec lesquelles on discute, avec lesquelles on a signé des accords, soit de confidentialité, soit de recherche. BMW, on a travaillé avec eux pendant 3 ans. PSA, on est en plein dedans, on travaille avec eux actuellement. Huawei, on leur a montré qu'effectivement, leur batterie chargeait en très peu de temps, et donc on est en pleine négociation avec eux. Voilà donc la structure de la petite entreprise. Je suis pour que les femmes soient à la direction. Donc la chairman de board, c'est une dame. Jane Hunter, elle est avocate. C'est une femme absolument extraordinaire. Le patron, vraiment le CEO de la compagnie, enfin celui qui va diriger la compagnie, c'est un Suédois qui connaît très très bien l'Asie et tout. On s'est assis une fois juste dans un endroit presque de vacances, et puis je lui ai expliqué un peu ce que je fais. Il m'a dit, Rachid, j'ai envie de travailler avec toi. Alors j'ai dit, allez, banco. Et donc voilà, il fait partie maintenant de l'équipe. Ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est le bâtiment dans lequel se trouve mon laboratoire actuel à Singapour, le KVI. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc ça, c'est le fameux hôtel avec la piscine au 57e étage à Singapour. Si vous avez l'occasion de venir, c'est un monument extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci.